Les Britanniques ont donc voté pour un retrait de l'Union européenne par 51,9% des voix, un résultat serré mais qui divise le Royaume-Uni et qui plonge l'Europe dans une crise historique. Réactions et commentaires dans ce 64 minutes. Nous irons à Londres, à Bruxelles et dans d'autres capitales. Nous vous donnerons les principales réactions quelques heures après ce vote historique. Un divorce donc après 43 ans de mariage qui provoque une onde de choc planétaire. Et première conséquence financière de ce Brexit, les principales bourses mondiales et surtout européennes ont plongé ce vendredi. Un recul qui varie entre 7 et 10% en une seule séance. Sans attendre tout de suite les réactions à Londres, avec une satisfaction sans doute dans le camp des eurosceptiques, le camp de l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, et du patron du parti UKIP, Nigel Farage. Et puis, quelques heures après le résultat du référendum, le Premier ministre David Cameron a annoncé son intention de démissionner. David Gilberg. Un an après sa réélection triomphale, David Cameron est à terre. Pris au piège de ce référendum qu'il avait lui-même promis, le Premier ministre britannique annonçait ce matin sa démission d'ici le mois d'octobre. Je ferai tout mon possible en tant que Premier ministre pour garder le cap dans les semaines et mois à venir, mais il ne me paraît pas juste d'être le capitaine qui doit guider le pays vers sa prochaine destination. Ce capitaine, ce pourrait bien être lui, Boris Johnson, hué aujourd'hui à la sortie de son domicile par des partisans du maintien dans l'Europe. Malgré ses sifflets, l'ancien maire de Londres est aujourd'hui en position de force, incarnant depuis des mois une alternative en cas de victoire du Brexit. L'autre vainqueur du scrutin est la figure de proue du camp des eurosceptiques, Nigel Farage, chef du parti souverainiste UKIP. C'est une victoire des gens ordinaires, des gens modestes. C'est une victoire contre les grosses banques, le monde des affaires et le monde politique. Une ligne de fracture semble en effet s'être dessinée. D'un côté, les couches populaires, notamment dans le nord et le sud-est de l'Angleterre, qui ont massivement choisi le retrait. De l'autre, les partis traditionnels et les milieux d'affaires qui trouvaient leur intérêt dans la politique européenne. La City de Londres se réveille aujourd'hui en plein cauchemar. Je suis choquée et j'ai honte d'être britannique aujourd'hui. Je ne peux pas le croire. Je suis vraiment déçue par ce pays. Comme les habitants de la capitale britannique, les Écossais et les Nord-Irlandais ont voté en majorité pour le maintien au sein de l'Union européenne. Les premiers pourraient désormais revoter sur une éventuelle indépendance. Les seconds, par la voix des indépendantistes du Sinn Féin, appellent à un rattachement à la République d'Irlande. Alors on va rejoindre Annick Capel de l'RTBF qui est notre correspondante Royaume-Uni. Elle est avec nous en direct de Londres. Bonsoir Annick, une journée et une ambiance historique j'imagine aujourd'hui à Londres. Tout à fait, on a vraiment l'impression de vivre un moment historique ici à Londres et pourtant quand on se promène dans les rues de la ville, eh bien, on constate que chacun continue ses activités, continue de vaquer à ses occupations et on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment le sentiment de comprendre ce qui leur arrive ni de savoir vraiment ce qui les attend. Alors ici, au pied du Parlement, durant une bonne partie de la journée, on a vu des dizaines de partisans du Brexit se rassembler pour manifester leur joie devant les nombreuses caméras ici présentes. Mais quand on va à la rencontre des Londoniens, on constate que c'est majoritairement la stupéfaction qui est de mise, puisqu'on vient de l'entendre, les Londoniens ont voté majoritairement pour le maintien au sein de l'Union européenne. Et en ce sens, Londres fait un petit peu figure d'exception, puisque tout le reste de l'Angleterre a voté pour le Brexit. Londres est aujourd'hui un petit peu comme une petite île au sein de la grande île. Alors Annick, c'est David Cameron qui a voulu ce référendum. C'est donc pour lui une défaite personnelle aujourd'hui. En effet, c'était une bataille personnelle pour lui ce référendum et donc aujourd'hui ce résultat c'est une défaite personnelle. En 2013 il a promis d'organiser ce référendum en espérant en recueillir des voix. Ça a fonctionné puisqu'il a été réélu l'année dernière, mais il n'imaginait pas que les Britanniques allaient franchir le pas, qu'ils allaient oser quitter le Royaume-Uni. Aujourd'hui c'est fait, c'est le désaveu total et donc ce qui était un calcul politique s'est plutôt transformé en suicide politique. Annick, vous l'avez dit aussi, le Royaume-Uni ce soir est plus désuni, on peut le dire, que jamais. En effet, je viens de le dire, l'Angleterre a voté
pour le Brexit. C'est également le cas du Pays de Galles. Mais l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté pour le maintien au sein de l'Union européenne. Donc on a une vraie fracture nord-sud. Et la première ministre écossaise l'a répété, il y a sur la table un projet de relancer un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. On verra si les Écossais sont prêts à affronter un troisième référendum, à quitter le Royaume-Uni après avoir été forcés de quitter l'Union européenne. Merci Annick. On va rejoindre par Skype à Bruxelles John Henley, qui est journaliste britannique au quotidien The Guardian. Alors John, bonsoir. Votre réaction à ce Brexit, vous êtes surpris, triste ou au contraire enthousiaste ? Personnellement, triste. Personnellement sous le choc depuis 5 heures environ ce matin. C'est un véritable tremblement de terre. C'est 43 ans de l'histoire de la Grande-Bretagne c'est tout un monde qui va changer. Mais est-ce que ce vote vous a surpris, John ? Dans la mesure où les sondages la semaine dernière donnaient un net avantage au maintien, au cap du compte de ceux qui veulent rester. C'est vrai que avant, on avait eu la semaine d'avant, on avait vraiment vu les Brexit en tête, mais là tout était revenu. On pensait un petit peu, tout était revenu de l'ordre. La City ne croyait pas, les parieurs n'y croyaient pas du tout. Ici à Bruxelles, les institutions n'y croyaient pas du tout. Et on s'est tous couchés hier soir en pensant que voilà, c'était bon. Et on s'est réveillé ce matin. Ce qui veut dire que les partisans du Remain, de rester dans l'Union européenne, n'ont pas trouvé les arguments qu'il fallait pour convaincre les électeurs de voter en faveur du In. C'est frappant, c'est vraiment frappant. Ce qui s'est passé, je pense, c'est que l'argument principal du Remain, donc du gouvernement de David Cameron, qui était vraiment concentré sur l'économie et sur la catastrophe économique qu'allait être un Brexit. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui avec la livre sterling en chute libre, la bourse de Londres la même. Mais cet argument n'est pas passé. Je pense qu'il faut croire que ceux qui ont voté pour le Brexit, dans le nord de l'Angleterre, dans le sud-ouest de l'Angleterre, au Pays de Galles, la seule conclusion à tirer vraiment, c'est qu'ils avaient le sentiment qu'ils n'avaient rien à perdre, quoi. Donc que cette économie, ce miracle économique qui est censé être la Grande-Bretagne, n'en est pas un, en fait, pour beaucoup de ses résidents. Merci John. On doit encore faire le tour de l'Europe, donc merci d'avoir été avec nous quelques instants. Merci beaucoup. Le vote des Britanniques a provoqué une onde de choc dans toute l'Union européenne, à Bruxelles bien sûr, au siège des institutions européennes, mais aussi dans la plupart des capitales, de Madrid à Varsovie et aussi bien sûr à Berlin, où la chancelière Angela Merkel a pris acte avec regret, a-t-elle dit, de la décision des Britanniques. Sophie Goldstein. Le Brexit est un choc sans précédent pour l'Union européenne. La chancelière allemande en prend acte avec regret. C'est un coup porté à l'Europe, un coup porté au processus d'unification européenne. Angela Merkel met en garde contre des réactions trop rapides et simples qui désuniraient davantage l'Europe. Il faut donc maintenant faire avec la nouvelle donne. Lundi à Berlin, premier sommet post-Brexit. Mardi, session plénière extraordinaire au Parlement européen. Les États membres qui restent dans l'Union doivent discuter de comment améliorer l'Union européenne et comment protéger la zone euro dans les mois à venir. Car il n'y a pas de retour en arrière possible, a redit le président de la Commission européenne qui tente d'apaiser les esprits. L'union des 27 va se poursuivre. Nous attendons maintenant du gouvernement britannique qu'il donne suite à la décision des Britanniques dès que possible. Il faudra 2 ans au moins avant une sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais d'ores et déjà, d'autres partis eurosceptiques et xénophobes se sentent pousser des ailes. J'estime aussi qu'aux Pays-Bas, nous devrions avoir un référendum national, un exit, aussi vite que possible. Une très mauvaise nouvelle que ce Brexit, réagit Varsovie. La place de la Pologne est en Europe, affirment les conservateurs au pouvoir, qui réclament pourtant un nouveau traité européen.
Et sur ce, dimanche en Espagne, c'est un retour aux urnes, élection législative. À gauche, le parti Podemos, qui soutenait le camp du Livre, appelle à reconstruire l'Europe dans le respect des droits sociaux et des droits humains. Alors avant d'aller à Bruxelles et à Rome, ce retrait évidemment du Royaume-Uni aura des conséquences pas seulement en Europe, mais dans le monde bien sûr. Alors pour en parler avec nous, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Slimane, d'abord les États-Unis, on présente souvent le Royaume-Uni comme le meilleur allié des États-Unis. Vu de Washington, ce divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, comment il est perçu par les Américains? Alors pour l'instant, la première réaction qu'on a, c'est celle de Donald Trump, qui a dit que c'était une bonne chose sans autre commentaire. Du côté de la Maison-Blanche, c'est encore le silence. On a juste annoncé que Barack Obama va téléphoner à Cameron. C'est que, rappelez-vous, il y a 2 mois à peu près, presque jour pour jour, Barack Obama était à Londres, il s'était fendu d'une chronique dans le Daily Telegraph pour inciter les électeurs britanniques à voter le maintien au sein de l'Union européenne. Le cas échéant, il leur promettait de se retrouver en queue de peloton des partenaires des États-Unis. Le lendemain, 70 députés s'étaient élevés contre lui en l'accusant d'ingérence dans les affaires britanniques. En fait, il voulait rendre service à Cameron et on se demande s'il ne l'a pas desservi. Alors, Moscou aussi, d'un point de vue russe, est-ce que le départ du Royaume-Uni est plutôt une bonne nouvelle pour le président Poutine ? Alors, l'ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou a déclaré que c'était la plus grande victoire politique de Poutine. Le Poutine, lui, se trouve actuellement en Ouzbékistan pour le sommet des pays de Shanghai. Et l'air de rien, il a déclaré qu'il ne s'était jamais mêlé de cette affaire et que ça ne concernait que les Britanniques. En fait, au fond, c'est probablement l'homme le plus satisfait de ce vote, car les Russes, pour des raisons idéologiques, ont toujours vu la Grande-Bretagne comme le cheval de Troie des États-Unis à l'intérieur de l'Union européenne, et ils estiment que c'est la Grande-Bretagne, que c'est Londres, le Royaume-Uni, qui était le principal moteur des sanctions contre la Russie et de la mobilisation des Européens sur le dossier ukrainien contre Moscou. Les Russes peuvent espérer peut-être un aménagement des sanctions ou un retrait des sanctions européennes après le départ des Britanniques? Tout à fait. Ils estiment qu'une Europe sans le Royaume-Uni va être délestée de cette influence américaine et donc l'Europe va trouver d'autres moyens de coexister avec Moscou. Tandis que le Royaume-Uni, lui-même divorçant de l'Union européenne, va devenir moins idéologique, plus mercantile et serait mieux disposé vis-à-vis de la Russie. Merci Slimane. On part à Rome où nous allons trouver en duplex notre correspondant François Baudonnet. Bonsoir François. Alors en Italie, le mouvement 5 étoiles qui se présente comme un parti anti-système vient de gagner d'importantes élections municipales, on le sait. 5 étoiles, c'est aussi un parti anti-européen qui se réjouit de ce résultat du référendum britannique. Oui, bonsoir Xavier. Alors c'est vrai, mais je crois que la victoire aux élections municipales s'est faite plutôt, vous l'avez dit d'ailleurs, parce que c'était un vote anti-système plus qu'un vote anti-européen. En fait, les Italiens ont voulu tester un parti qu'ils ne connaissaient pas, en tout cas pour la gestion des grandes villes, et en plus c'était un vote local. Alors en revanche, il y a eu quand même un changement dans l'attitude de Beppe Grillo. Beppe Grillo, vous savez, c'est le fondateur du mouvement 5 étoiles. Il a dit aujourd'hui que l'Italie devait rester dans l'Union européenne et qu'il fallait changer l'Union européenne de l'intérieur, ce qui est tout à fait nouveau pour lui. Alors certains en Italie vont plus loin et réclament carrément un référendum sur l'Europe. Oui, absolument. Alors là, c'est tout à fait différent. On parle de la Ligue du Nord. C'est un parti europhobe, xénophobe, islamophobe. Et son leader, Matteo Salvini, l'a dit ce matin. Il a dit « Nous sommes à bord d'un bateau qui est en train de couler. Il faut donc quitter ce bateau dès que possible. Et pour cela, il faut un référendum. » Alors Matteo Renzi est placé dans une situation très délicate. Il a lui-même annoncé qu'il allait faire un référendum ici en Italie. Alors ça ne sera pas sur l'Europe, mais ça sera sur ses réformes constitutionnelle, et il se trouve dans une situation délicate parce qu'il a dit que s'il perdait ce référendum, il quitterait la vie politique, et donc actuellement il est en train d'essayer de trouver un plan B. En quelques mots, François Baudonnet, le retrait britannique fait réfléchir les Italiens. On peut dire que le doute s'installe dans un pays fondateur de l'Union.
Oui, c'est vrai. En fait, les Italiens très européistes, très pro-européens, je crois que c'est véritablement terminé maintenant. Parce que d'abord, ils ont eu le sentiment d'avoir été victimes de l'Europe, par exemple, sur les migrants, victimes de l'Europe sur l'économie. Et puis récemment, Matteo Renzi a dit beaucoup de mal de l'Union européenne. Il a été très dur vis-à-vis de Bruxelles. Et donc, si vous ajoutez tout cela, eh bien, vous obtenez un cocktail amer. Et effectivement, dans l'esprit des Italiens, le doute s'installe. Merci François. On va peut-être partir à Bruxelles pour retrouver par Skype Paul Germain, en duplex d'ailleurs, carrément en duplex. Donc bonsoir Paul. Que va-t-il se passer à Bruxelles au niveau des institutions européennes dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Quel est le calendrier? Eh bien, en fait, personne ne sait vraiment ce qui va se passer parce que le fameux article 50 qui prévoit qu'un pays peut sortir de l'Union européenne, eh bien, cet article, on l'avait inséré dans le traité de Lisbonne en 2009, un peu pour se faire plaisir, pour dire aux citoyens, eh bien, voilà, vous n'êtes pas en prison, vous êtes libre, vous pouvez quitter l'Union européenne, mais personne n'imaginait que quelqu'un allait l'utiliser et pousser sur le bouton nucléaire, si j'ose dire. Parce qu'il y a une petite phrase qui est très intéressante qui a été prononcée ce matin par Jean-Claude Juncker. Il a dit « L'Europe des 27 va survivre ». On a envie de lui dire « Ah bon, c'était nécessaire de le préciser, ça n'allait pas de soi ». Alors, que va-t-il se passer d'une manière très concrète? Les juristes de la Commission européenne vont devoir élaborer les conditions du divorce, mais avant le divorce, comment va-t-on faire? Par exemple, la semaine prochaine, il y a un sommet européen, le sommet des 28. Est-ce que ça va être un sommet des 28 ou un sommet des 27? David Cameron sera là, bien sûr. On va discuter du Brexit, des conditions du Brexit. Alors, est-ce que David Cameron va donner son avis ou est-ce que les 27 vont dire « Écoute, David, sur ce coup-là, maintenant, tu te tais et tu nous laisses faire ». Paul, est-ce qu'on peut imaginer que ce référendum britannique ne soit pas suivi des faits? Par exemple, qu'il y ait un autre référendum dans quelques années? En fait, tout est possible parce que d'abord, ce référendum, il ne conduit pas automatiquement à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il doit être ratifié par le Parlement et on sait que le Parlement britannique n'est pas favorable au Brexit. En même temps, on imagine mal qu'il ne tienne pas compte de la vie de la population qui a voté. Mais tout est possible. On peut imaginer aussi qu'il y ait de nouvelles élections et qu'il y ait une nouvelle majorité qui s'assied sur le résultat de ce référendum. Évidemment, on est un petit peu dans de la politique fiction, mais c'est possible. En fait, Xavier, je vous le dis, il n'y a qu'une chose qui est sûre, c'est l'incertitude. Merci Paul pour ces précisions un peu ironiques depuis Bruxelles. En France, les réactions politiques se sont multipliées tout au long de la journée pour le président Hollande. L'Europe doit désormais se concentrer, a-t-il dit, sur l'essentiel. Le candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, réclame la sortie des traités européens et d'autres, comme Bruno Le Maire ou le Front National, souhaitent un référendum en France sur l'appartenance à l'Europe. Sérine Bay. Elle est l'une des premières à avoir réagi par un tweet. La députée Front National du Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen, a qualifié le vote des Britanniques de victoire. Tout comme sa tante Marine Le Pen, qui a appelé à un référendum en France. La clairvoyance dont nous avons fait preuve, pressentant l'aspiration très forte des Britanniques à la liberté, aspiration partagée par l'immense majorité des peuples en Europe, nous donne une légitimité supplémentaire pour porter ce même débat en France. Les réactions n'ont pas tardé non plus du côté du premier parti d'opposition français. Le candidat à la primaire des Républicains, Bruno Le Maire, veut tirer les conséquences du Brexit. Si on veut réconcilier tout le peuple français avec la construction européenne, il faut redéfinir le projet européen de A à Z et donner la voix au peuple français sur ce nouveau projet. Le président de la République, lui, n'a pas caché sa déception. Il appelle au sursaut de l'Union européenne. C'est un choix douloureux. Et je le regrette profondément, pour le Royaume-Uni et pour l'Europe. Mais ce choix est le leur, et nous devons le respecter, en en tirant toutes les conséquences. L'Europe, et c'est ma conviction, doit porter des projets et non pas se perdre en procédures. Elle doit être comprise et contrôlée par les citoyens. François Hollande rencontrera dès lundi à Berlin la chancelière allemande, le Premier ministre italien et le président du Conseil européen. Ils commenceront à négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Voilà, on va partir en Suisse parce que les Suisses ne sont pas dans l'Union européenne, comme vous le savez. Mais Michel Cherouti de la RTS, notre correspondant suisse, est tout de même en duplex de Genève. Alors Michel, le retrait britannique aura des conséquences pour la Suisse et notamment pour les eurosceptiques.
Oui, alors évidemment que les eurosceptiques, vous l'imaginez, Xavier, c'est comme en France avec la famille Le Pen. Évidemment, cela réjouit l'UDC et Christophe Blocher en tête. Mais néanmoins, UDC mis à part, l'entier de la classe politique suisse aujourd'hui, de la gauche jusqu'à la droite libérale, eh bien, s'inquiète de ce Brexit. Car même si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, elle entretient des liens étroits avec cette dernière. Et ce Brexit aura vraisemblablement des conséquences économiques et politiques. Économiques d'abord parce qu'évidemment, les affaires n'aiment pas l'insécurité. Par conséquent, une Union européenne affaiblie implique un euro affaibli et on se tourne vers des valeurs refuges. Le franc suisse est une valeur refuge, ce qui augmente l'intérêt et la valeur de ce franc. Le renchérit, par conséquent, les industries d'exportation eh bien, vont se retrouver péjoré, ayant un préjudice par rapport à ce franc suisse qui est fort. Cela va les impacter. Le tourisme également va se retrouver avec un franc fort. Donc on s'inquiète pour les conséquences économiques. Conséquences politiques également, car vous le savez, il y a un peu plus de 2 ans, le peuple suisse a voté pour une limitation de l'immigration en Suisse. C'est le fameux vote du 9 février 2014. La Confédération a toujours souhaité trouver une solution négociée avec l'Union européenne pour essayer de mettre en place la loi qui va découler de ce vote. Or, aujourd'hui, vous l'imaginez, l'Union européenne a d'autres chats à fouetter qu'essayer de trouver une solution avec la petite Suisse pour cela. Par conséquent, la Suisse va devoir trouver une solution toute seule. Une solution toute seule, c'est une clause de sauvegarde unilatérale. Une clause de sauvegarde unilatérale pourrait vraisemblablement fâcher l'Union européenne qui a déjà expliqué que si la Suisse venait à remettre en question la libre circulation, cela remettrait en question toutes les bilatérales et donc la Suisse pourrait se retrouver expulsée d'une certaine manière, elle aussi, de la partie de l'Union européenne qu'elle occupe jusqu'à présent. Justement, est-ce que c'est bilatéral, les relations aujourd'hui entre l'Union européenne et la Suisse pourraient s'inspirer, pourraient servir de modèle pour les relations futures entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne ? C'est une bonne question, Xavier. J'ai de la peine à vous répondre. Il faut savoir que les bilatérales ont été négociées pendant des dizaines d'années entre la Suisse et l'Union européenne. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de concessions. Je pense que l'Union européenne, d'une certaine manière, a toujours accordé une certaine sympathie à la Suisse pour ses particularismes, pour sa neutralité, pour sa démocratie directe, qui faisait que c'était un petit peu difficile, on va dire, de l'intégrer immédiatement. Donc on est passé par les voies des bilatérales et la Suisse, d'une certaine manière, s'est intégrée peu ou prou à l'Union européenne de cette manière-là. Maintenant, si les Anglais, eux, décident de claquer la porte de l'Union européenne, comme ils l'ont fait, pour ensuite revenir et négocier petit bout par petit bout ce qui les intéresse, ce qui pourrait leur être utile, je ne suis pas certain, ou je ne sais pas quel sera l'accueil que l'Union européenne pourra donner au Royaume-Uni si cette dernière choisit cette voie-là. Merci beaucoup Michel pour ces précisions depuis Genève. Alors Antoine Fontenot nous a rejoint. Bonsoir Antoine. Bonsoir Xavier. Alors vous suivez les questions économiques à la rédaction de TV5 Monde. On l'a vu, c'est la panique aujourd'hui sur les places boursières, des reculs, parfois près de 10% de recul. Oui, réaction épidermique, on va le voir dans un instant à ce vote britannique. Toutes les places boursières ont connu une déroute ce vendredi. La réaction en fait a été particulièrement virulente qu'hier, les investisseurs ne croyaient pas du tout au scénario du Brexit. Vous le voyez, Londres finalement s'en sort mieux que les autres places financières. Moins 8% à Paris, moins 12% à Madrid et ce matin, moins 7,9% à Tokyo. Actuellement, Wall Street est en légère baisse seulement. La livre sterling plonge également face au dollar. Elle a retrouvé ce matin son plus bas depuis 1985. Alors, quelle réponse ? Les banques centrales assurent qu'elles feront tout pour limiter les effets de cette panique. Une conférence téléphonique a d'ailleurs eu lieu en milieu d'après-midi pour coordonner l'action des pays du G7. La Banque d'Angleterre, par exemple, se dit prête à injecter 250 milliards d'euros. Le risque, c'est que les banques manquent de liquidités et réduisent leur financement aux entreprises et aux ménages. Alors Antoine, est-ce qu'on peut déjà dire que ce retrait aura des conséquences pour l'économie britannique et en particulier pour les entreprises, pour le commerce des entreprises britanniques ? Ce sont clairement les entreprises britanniques qui ont le plus à perdre de ce Brexit. La moitié de leurs exportations se font, vous le voyez, à destination de l'Union européenne. Un débouché qui pourrait donc au moins légèrement se refermer avec l'instauration de droits de douane qui n'existent pas aujourd'hui grâce au marché commun. Un secteur est particulièrement inquiet. La finance, la City pourrait voir partir des dizaines de milliers d'employés des banques, car les établissements financiers basés à Londres perdraient leur droit de faire des affaires avec les pays de l'Union européenne. Par ricochet d'ailleurs, ces délocalisations bancaires feraient les affaires d'autres Européens. Paris, Francfort, Dublin ou Luxembourg déroulent le tapis rouge pour faire venir ces nouveaux emplois bancaires sur leur territoire, avec l'espoir d'ailleurs de devenir la nouvelle place financière première en Europe. Alors encore un mot sur la croissance britannique, parce que c'était un argument qui a été beaucoup utilisé pendant la campagne pour faire peur aux électeurs britanniques. Est-ce que ce rejet de l'Union européenne aura un impact sur la croissance de la Grande-Bretagne ? Sur la croissance de la Grande-Bretagne et sur la croissance européenne globalement, si des taxes douanières sont instaurées dans un sens
elles auront finalement le même effet dans l'autre. Sur les 10%, vous l'avez vu tout à l'heure, d'exportation européenne vers le Royaume-Uni, une partie souffrira de ces nouvelles barrières commerciales. En premier lieu l'Irlande, premier partenaire, mais aussi la Belgique. Au final, la perte de croissance est évaluée pour l'Europe entre 0,1 et 0,8 points. Et une fois de plus, il est probable que ce soit les pays du Sud, Espagne, Italie ou Grèce, qui souffrent le plus, les investisseurs préférant, comme à chaque fois en cas de crise, se tourner vers des placements plus sûrs. Merci Antoine pour ces précisions financières et économiques. Alors, avant de nous séparer, je vous propose de voir deux dessins que je vais découvrir en même temps que vous. Un dessin, je crois, d'abord de dilemme, donc qui montre bien l'Européen, l'Anglais qui enlève son slip et qui se retrouve, il n'y a plus que à se protéger derrière l'Union européenne. Il se retrouve un petit peu tout nu, là. Voilà. Alors, derrière ça, je pense que nous avons un dessin du dessinateur suisse Chapat. Et maintenant, on va blâmer qui pour nos problèmes? Voilà, donc le dessin de la Grande-Bretagne qui est vraiment de plus que jamais une île au large de l'Europe, du continent. On va se quitter sur ces deux dessins. C'est la fin de la première partie du 64 minutes. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite du 64 et un grand angle spécial consacré au Brexit, au retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. À tout de suite.